C'est ça qui est malheureux, c'est que on est arrivé à la rupture de ce modèle-là et que je pense que ce modèle-là est vicieux, pervers et malheureusement, il y a eu beaucoup de gros airdrops qui ont bien marché, comme tu as dit Uniswap, Arbitrum derrière, et d'autres DYDX, ou des gens qui ont reçu des airdrops à 5 ou 6 chiffres. Ethereum est le mieux positionné, euh, malgré tout, mais c'est pas encore gagné. Ça m'a pas pris longtemps vraiment pour m'arrêter le Zcash, principalement parce que j'aime bien cette idée de se dire, ben les Zcash Rollup ils sont entre guillemets purs et ils ne font confiance qu'aux mathématiques. Là où les optimistic rollup ils fonctionnent avec un mécanisme un petit peu avec la théorie des jeux, etc., de la sécurité économique. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Abdel qui est Head of Ecosystem de Starkware. Salut Abdel. Salut Gary, merci pour l'invitation. Bah avec plaisir, un grand merci, sachant qu'on est dans une période assez prenante de ton côté, tu me l'as dit en off juste avant. On est à l'heure de l'interview, le vendredi 16 février. Donc dans quelques jours, vous allez lancer votre token, le C'est ça, STRK. tout à fait. Et donc voilà, on reviendra après justement quels sont, tu me l'as dit en off, que c'est une période pas évidente à vivre, il y a eu pas mal de FUD, tu as été toi-même personnellement Mm. victime de pas mal de menaces, donc on va revenir là-dessus, mais pas que. On va revenir aussi déjà sur ton parcours, aussi Mm. ton passage de l'écosystème Cosmos à celui de Starkware, et ton implication au sein de l'écosystème Ethereum. Mm. Pourquoi Starknet je sais que Starknet et Starkware sont considérés comme des projets très prometteurs. Comment Starknet se différencie des autres Layer 2 d'Ethereum? Voilà, ça va faire un bon D'accord. programme. Avant de commencer, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça m'aide à produire encore plus d'épisodes, à liker cette vidéo qui va être une super interview, on a pas mal de choses à se dire. Et déjà, Abdel, est-ce que tu peux te présenter? Oui, tout à fait. Donc moi, c'est Adèle, comme tu as dit, je suis Head of Ecosystem de chez Stockware. Je pourrais expliquer rapidement ce que ça veut dire plus tard, mais pour revenir rapidement sur mon parcours, donc je suis issu d'un cursus d'ingénieur avec une spécialité monétique et sécurité des systèmes. Donc monétique, c'était toute l'étude des systèmes bancaires et compagnie. Ensuite, j'ai travaillé pendant 8 ans dans la fintech, dans une startup qui travaillait dans le domaine du paiement, du cloud payment, donc pour des solutions de paiement sans contact sur téléphone. Donc c'est vrai que j'aime bien dire maintenant souvent que avant de combattre les banques, je travaillais pour elles. Donc c'était très intéressant. Mais ensuite, ouais, l'amour de la crypto était trop fort. Au bout d'un moment, j'ai essayé de convaincre à l'époque mon entreprise qu'il y avait des choses à faire. Mais bon, ça n'a jamais été très concret. Donc au bout d'un moment, l'appel était trop fort. Et j'ai décidé de me lancer à plein temps dans l'écosystème. Et notamment Ethereum, qui a été vraiment ma grosse révélation, mon gros déclencheur, où je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire, c'est vraiment dans ce domaine que je veux évoluer. Et donc j'ai rejoint l'entreprise Consensus, donc j'ai travaillé pendant presque 4 ans en tant que core développeur Ethereum, donc au cœur du protocole Ethereum, notamment sur des gros changements sur Ethereum avec la fameuse IP 1559 qui introduit le burn des frais de transaction. Et ensuite, ouais, après quelques années sur Ethereum, je pensais faussement avoir fait le tour. Et du coup, en parallèle de ça, il y avait un petit peu l'écosystème Cosmos et la vision interopérabilité multi-chain qui m'intriguait. J'ai voulu explorer, donc j'ai fait un petit tour dans l'écosystème Cosmos pendant un peu moins d'un an. J'ai bien aimé la partie tech et compagnie. J'ai eu quelques désillusions, déceptions de l'écosystème dans son ensemble, les projets et compagnie. Puis, au bout d'un moment, l'appel de Ethereum est redevenu trop fort. Je me suis dit, non, il y a quand même quelque chose qui est unique dans Ethereum en termes de culture. En termes de culture, le layer social, comme j'aime à l'appeler, qui est en réalité quelque chose d'extrêmement important. Et je pense qu'il y a à l'heure actuelle aucun écosystème qui n'arrive à la cheville d'Ethereum à ce niveau-là. Et je pense que c'est extrêmement important pour arriver à quelque chose de solide dans le futur aura le potentiel de résister à des attaques et des détonations et ce genre de choses. Donc j'ai voulu revenir dans l'écosystème Ethereum. Mais je me suis dit, bon, allez, j'ai beaucoup travaillé sur Ethereum en tant que tel, au niveau du layer 1, etc. Peut-être je vais essayer de m'attaquer à un autre sujet, peut-être aider à améliorer la scalabilité d'Ethereum au travers des layers 2. Donc j'ai commencé par faire une analyse un petit peu de toutes les solutions existantes layer 2. Et ma conclusion, et on pourra peut-être rapidement revenir dessus sur le pourquoi, c'était que Starknet était le plus prometteur, celui avec le plus de potentiel. Donc, je me suis rapproché de l'entreprise Starkware et puis j'ai décidé de les rejoindre. Voilà un petit peu comment j'en suis arrivé là. Super parcours. Et alors, tu as commencé en quelle année à travailler pour Consensus? Consensus, c'est en 2018.
2018, d'accord. 2018, ouais. Et Cosmos, c'est vrai que ensuite t'es passé sur Cosmos. Moi, l'idée que Ouais. j'en avais de Cosmos, c'est que c'est un écosystème très décentralisé. Hmm. C'était quoi ton application là-bas? T'étais développeur Ouais, j'étais développeur. J'étais développeur dans une chaîne Cosmos en particulier. Bah, sur Cosmos, il y a plein de chaînes. J'étais sur une en particulier. Et oui, je travaillais en tant que développeur. Ouais. Ok. Et après, donc, tu es revenu sur. Ouais. D'ailleurs, quand tu as fait cet audit un peu, quand tu as voulu revenir sur l'écosystème Ethereum et que tu as fait une sorte d'audit de tous Ouais, les exactement. layers Ouais, two, tout à fait. ça a été quoi un peu les éléments que tu as regardé? Il y avait la communauté, la tech, Ouais. l'écosystème. Ouais, d'accord. Donc, d'abord, la tech. Donc, j'ai analysé les différentes solutions. Par exemple, il y a deux grandes familles. Il y a les Optimistic Rollup et les ZK Rollup. Très rapidement, ça m'a pas pris longtemps vraiment pour m'orienter vers les ZK Rollup, principalement parce que j'aime bien cette idée de se dire, ben, les ZK Rollup, ils sont entre guillemets purs et ils ne font confiance qu'aux mathématiques. Là où les Optimistic Rollup, ils fonctionnent avec un mécanisme un petit peu avec la théorie des jeux, etc., de la sécurité économique. Et je trouve malgré tout que la sécurité basée uniquement sur les maths est supérieure. Il y a moins d'hypothèses de sécurité à faire, etc. Et de deux, je trouve que les optimistic rollup, ils sont trop limités à cause de leur modèle de fraud proof. Donc l'idée rapidement, c'est que on part du principe que tout va bien jusqu'à preuve du contraire, en gros sur l'optimistic rollup. Et à cause de ça, on est obligé de laisser un laps de temps durant lequel les gens peuvent soumettre des preuves de fraude. Et en général, c'est 7 jours. Ce qui fait l'implication de ça, c'est que, in fine, les transactions ne sont considérées comme finales. Donc, finales, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être annulées ou changées que après cette période de 7 jours. Donc, c'est quelque chose qui est assez limitant en termes d'expérience utilisateur sur certains cas d'utilisation. Donc, voilà. Donc, pour ces raisons-là, je me suis très vite orienté vers les ZK Rollup. Et après, j'ai fait un audit des différents ZK Rollup. Il y avait différents critères à considérer. La machine d'exécution, donc est-ce que c'est de l'EVM comme sur Ethereum ou est-ce que c'est de la non-EVM? Et deuxième, c'était le système de preuve Zero Knowledge Proof. Donc grosso modo, il y avait deux grandes familles, les SNARK et les STARK. Donc pour comparer ces deux familles de Zero Knowledge Proof, rapidement, en essayant de vulgariser au maximum, les Stark ont un énorme avantage qu'ils sont dits transparents. Le T de Stark, c'est pour transparence. Ça veut dire que il n'y a pas ce qu'on appelle un trusted setup qui est une cérémonie initiale. Donc en gros, c'est une cérémonie pour initialiser le réseau dans lequel les participants vont devoir contribuer pour sa sécurité. Et en fait, on part du principe que le protocole est sécurisé si au moins un des acteurs l'a fait de manière honnête. D'accord? Donc dans la pratique, c'est assez raisonnable comme hypothèse parce qu'il y a des centaines de participants, etc. Donc c'est potentiellement acceptable de se dire que une personne l'a fait au moins de manière honnête. Et en tout cas, si en tant que participant, tu participes, tu as la garantie que si tu le fais bien, bah, c'est sécurisé, tu vois. Donc ça va, mais quand même, malgré tout, les stars ont cet avantage qui ne nécessitent pas ça. De deux, les stars, je dirais qu'ils sont plus future-proof, c'est-à-dire qu'ils sont plus long terme, dans le sens où, par exemple, ils sont résistants aux attaques quantiques. C'est pas encore une menace tangible aujourd'hui, mais on sait que ça le sera. C'est une famille de catégories d'attaques dans l'informatique qui arrivera, d'ailleurs qui fera beaucoup plus de mal au monde bancaire qu'à la crypto d'abord, et donc c'est potentiellement une aubaine pour la crypto quand ça arrivera. Mais en tout cas, voilà, les Stark, on sait d'ores et déjà qu'elles sont résistantes aux attaques quantiques, là où où les Stark ne le sont pas. Voilà, donc grosso modo, c'est les points les plus importants pour lesquels je me suis orienté là. Et j'ai bien aimé cette philosophie du coup de Starkware et du projet Starknet de dire, bah, le VM, donc c'est la machine virtuelle Ethereum, elle n'était pas conçue à l'époque pour être efficace dans un environnement de zero knowledge proof. Ce qui fait que les choix qui ont été faits à l'époque, bah, c'est des fardeaux, entre guillemets, aujourd'hui pour les utiliser dans un contexte de zk rollup. Donc Starkware très vite s'est dit, bah non, on va pas essayer de faire entrer un rond dans un carré, on va faire quelque chose qui va être conçu depuis le début pour être efficace dans ce contexte. Donc définir notre propre machine virtuelle, notre propre langage de programmation. Bien sûr, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients, parce que c'est plus dur d'attirer des développeurs, etc. Mais peut-être qu'on en reparlera, parce que ça fait un peu partie de mon rôle d'ailleurs. Mais ça a aussi beaucoup d'avantages, c'est-à-dire que tu as une plus grosse flexibilité et une plus grosse souveraineté parce que tu n'as pas besoin de garder la compatibilité avec quelque chose d'existant. Donc tu peux beaucoup plus innover. Donc en gros, pour résumer, c'est ça qui Ok. m'a attiré dans Starknet. Ok, alors tu as énoncé pas mal de termes, donc les Stark, les Snark, les Optimistic Rollup ou les ZK Rollup. On reviendra en fin de vidéo sur tous ces, pour approfondir tous ces termes qui D'accord. sont hyper intéressants et que tu as très bien vulgarisé. Déjà aussi, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que Starkware, alors ça c'est peut-être cool aussi de l'expliciter, enfin d'essayer de le vulgariser sans trop rentrer dans la technique, mais donc Starkware, c'est un peu la fondation, c'est une fondation
tout simplement. C'est elle qui. Alors, c'est pas une fondation, justement. Il y a C'est pas une fondation? Ouais, justement. Parce qu'il y a la Starkware, l'entreprise, et la Starknet Fondation. Bah, je peux expliquer un peu. Tout ça Absolument, ouais. intéressant. Ouais, ok. Ouais, avec plaisir, ouais. Donc, Starkware, c'est l'entreprise, donc une entreprise classique avec un modèle d'investissement basé sur des VC, donc des venture capital, etc., des investisseurs, avec des salariés et compagnie, qui est la créatrice originelle de Starknet, d'accord? Mais évidemment, dans une volonté de décentraliser le réseau et le protocole, etc., il ne faut pas que Starkware garde le contrôle pour toujours sur le protocole, et il faudra décentraliser. Donc pour ce faire, il y a une fondation qui a été créée, la fondation Starknet, qui est une entité complètement indépendante et autonome, c'est une entité légale à part entière, qui est une organisation à but non lucratif. Du coup, c'est très important, parce que le but de la fondation n'est pas de gagner de l'argent, et c'est très important, c'est ce qu'on veut pour une fondation. Son mandat à la fondation, c'est vraiment le succès de Starknet, mais ça n'inclut pas de générer des revenus. Donc, c'est très important. Là où Starkware, évidemment, c'est une entreprise à but lucratif, donc elle doit générer des revenus. Donc ça, c'est une grosse séparation. Donc c'est deux entités légales totalement autonomes. Chacune a sa hiérarchie, son mode de fonctionnement. Évidemment, on collabore, on discute, etc. Mais c'est très important que la fondation ait sa propre souveraineté et qu'elle va aider justement à décentraliser encore plus. Et si tu veux, tu peux voir comme la fondation, elle doit ramener d'autres Starkware, d'autres entreprises qui auront un rôle aussi gros que Starkware pour décentraliser Starknet. Ouais, absolument. Alors, intéressant, j'avais reçu justement, pardon, son nom m'échappe, j'ai un trou de mémoire, mais Henri Louis non, non, de DYDX, Ah, d'accord. Artem, Charles pardon. Ah, Artem, ok. Artem, ouais, de DYDX qui m'expliquait justement que DYDX c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'à terme, Hmm. le but c'est que ce soit très décentralisé. Alors c'est encore un peu différent peut-être, mais que voilà, il y ait le plus d'entités à but non lucratif Tout à fait. dans l'organisation. Et là c'est un peu pareil. Donc Ouais. toi, t'es employé par Starkware. Moi, je suis pas Starkware, exactement. Ouais, ouais. Ok, très Hmm. clair. Et c'est intéressant peut-être de rappeler la différence entre Starknet et StarkEx. Ah oui, tout à fait. Euh, Grosso modo, on peut considérer que StarkEx c'est l'ancêtre de Starknet. Donc, historiquement, bon, Starkware, l'entreprise, sa première grosse contribution à l'écosystème, ça a été la création des Stark en tant que tel. Donc, Eli Ben Sasson, le cofondateur de Starkware, est l'inventeur littéralement des Stark Proof. Donc, ça, c'est très important. Tout a commencé par là. C'était vraiment le début. Ensuite, l'idée, c'est de se dire, OK, on a une nouvelle construction mathématique, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il fallait réfléchir à quel cas d'utilisation. Quelles sont les propriétés inhérentes des Stark? C'est la scalabilité. Une industrie naturelle dans laquelle la scalabilité est un besoin, c'était la blockchain. Non seulement il y a un besoin, et aussi il y a assez d'incentives économiques pour que ça vaille le coup. Donc naturellement, la blockchain est un cas d'utilisation. Donc ensuite, l'idée c'est de se dire, bah, construisons quelque chose avec cette technologie. Mais au tout début, il n'y avait pas encore le langage qu'on a créé depuis, etc. Donc tout était un peu manuel, c'était vraiment des pures mathématiques. Il fallait construire des cas d'application très spécifiques. Donc c'est là où que StarkEx a été créé. L'idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut construire? Ben, on va construire un exchange. Donc, un exchange qui va permettre aux gens de faire du trading, etc. Donc, c'est là où ça a commencé. Le premier gros client de StarkEx, c'est DYDX, justement, tu l'as mentionné, qui maintenant, depuis, avec sa nouvelle version, est en train de migrer vers Cosmos, mais ils ont toujours, même encore aujourd'hui, la version 3, elle tourne sur StarkEx toujours. C'est de loin le plus gros client StarkEx et c'était énorme, qui a permis vraiment de valider et de battle-tester la solution. On parle de montants très colossaux, hein. En tout, StarkEx a sécurisé plus de 1 trillion de dollars en cumulative volume, ça veut dire 1000 milliards de dollars. Donc c'est vraiment la technologie de proving de Starkware est la plus battle-testée au monde. Donc c'est très important de revenir là-dessus. Donc StarkEx, ouais, c'était l'ancêtre. Donc sur des cas spécifiques, le premier c'était le cas des exchanges. Le deuxième c'était les NFT avec Sorare. Sorare qui est un autre client de StarkEx. Mais voilà. Et donc rapidement, Starkware s'est rendu compte que c'est très bien, mais on peut aller plus loin. On peut rendre ça plus générique, plus puissant et plus décentralisé et plus permissionless. Parce que StarkEx, c'est pas permissionless. Permissionless, ça veut dire est-ce que tout le monde peut déployer dessus. Là, c'est pas le cas. Sur StarkEx, il faut avoir un contrat avec Starkware pour pouvoir opérer, utiliser StarkEx et être client de la solution StarkEx. Mais l'idée, c'est de se dire, bah, dans la blockchain, on voit aussi des solutions qui sont permissionless. Donc, Starknet, c'est le descendant de StarkEx qui est générique et permissionless. Et qui était d'ailleurs non IVM. Qui est non IVM. Ok, Ouais. donc c'est-à-dire pas compatible avec la virtual machine Compatible. d'Ethereum. Exactement. Ouais. Et c'est intéressant. Donc, est-ce que, par exemple, alors,
DYDX, maintenant, ils ont leur propre chain sur la V4. Hein, Ouais, la V4 sur est sur Cosmos, une chaîne Cosmos. Ouais. Absolument. Par contre, Sora, est-ce que vous avez l'espoir de les récupérer avec Starknet C'est une très bonne question. Euh, oui, j'aimerais beaucoup voir Sora sur Starknet. La réponse courte et honnête. Euh, Il y a des discussions en ce sens. Je pense qu'il y a un monde dans lequel ça se fait. Euh, il y a plusieurs options. Soit Starknet directement, ou soit ce qu'on va appeler une Starknet App Chain, qui serait potentiellement un layer 3 au-dessus de Starknet. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est une variante qui utiliserait la même technologie que Starknet, mais sur une app chain. Un peu à la Cosmos, d'ailleurs. Tu vois, les Cosmos, c'est des app chains en réalité. Tu vois, on peut considérer que c'est des app chains. Donc, ça Ok. serait un modèle comme ça, potentiellement, soit sur le public Starknet directement, ou soit sur leur app chain. Ça dépend principalement de leur degré de flexibilité qu'ils ont besoin d'avoir. Des fois, ça peut être justifié d'avoir ta propre chaîne. Par exemple, quand tu vas avoir vraiment un environnement maîtrisé, parce que quand tu es sur un réseau public, tu vas partager le débit de la chaîne avec tout le monde. Mais peut-être tu vas avoir des cas où tu veux vraiment un contrôle. Tu veux savoir, OK, cette chaîne-là, c'est que pour les transactions de mon cas à moi. Je veux avoir de la flexibilité pour pouvoir ajouter des choses dans le protocole sans avoir à demander sans avoir à changer Starknet, etc. Donc potentiellement, ça peut être justifié d'avoir une app chain. Mais après, il y a des compromis parce que si tu es une app chain, tu n'as pas forcément de la composabilité avec d'autres protocoles. Par exemple, si tu as Sora sur le Starknet directement, bah, c'est intéressant parce que tu peux te dire, ah ouais, mais les assets, les NFT de Sora, ils peuvent être utilisés pour des jeux sur Starknet ou des choses comme ça. Donc là, Ouais. ça peut être très puissant. Ok, hyper intéressant. D'ailleurs, on en reparlera dans la deuxième partie. On va vulgariser pas mal de concepts un peu plus techniques, mais les Layer 3 en feront partie parce que je trouve que Ah, c'est ok. vraiment Bon, bah, intéressant. ouais. Mais super. Bah, peut-être qu'on peut déjà. Donc, toi, tu es Head of Ecosystem. On peut revenir en détail sur justement qu'est-ce que ça implique, ta relation avec les projets qui développent sur Starknet, les développeurs aussi. Mais Hmm. déjà, parlons du token, parce que c'est un peu la problématique, on va dire, du moment, enfin Ouais, le gros sujet. c'est le gros Euh, sujet. c'est Hmm. le gros sujet. Donc, pour rappel, si je dis pas de bêtises, vous avez annoncé cette semaine, C'est enfin, ça. le airdrop du token, donc qui est prévu hein, pour mardi Ouais, 20. 22, le 20, yes, Le 20, je crois. Ouais, c'est ça. ouais, mardi 20. Et sachant que donc il y a eu une vente hein, du token aussi au public en novembre 2022, et donc la vente devait, je crois, avoir lieu en novembre 2023, mais elle a été repoussée à avril. Bref, c'est un autre sujet. Hmm. Mais tu me disais justement que là, au niveau du airdrop, il y a eu des mécontents, comme ça peut arriver. Alors, on rappelle hein, ce que c'est un airdrop, hein, c'est juste une émission gratuite entre guillemets de jetons pour remercier la communauté. Exactement. Ouais. C'est un moyen de Euh, distribuer initialement le token à la communauté. Ouais. C'est Hmm. ça. Je pense que c'est important de rappeler que le gros airdrop qui a un peu marqué l'écosystème crypto, ça a été celui d'Uniswap, parce que tous ceux Ouais, qui avaient en fait tradé sur Uniswap ont eu un airdrop du jeton Uni tout à quand fait. le jeton a été mis en circulation. Ensuite, beaucoup ont commencé, ce qu'on appelait des chasseurs d'airdrop, à trader sur des protocoles dans l'espoir de recevoir des Tout tokens. à fait. Moi, j'ai le souvenir de Paraswap où plein de gens avaient créé plein de comptes et avaient fait des Ouais. transactions dans l'espoir de le recevoir. Et justement, Paraswap avait changé les règles pour Mm. Ils éviter ont de eu leur lot récompenser. de mécontentement par sa PC, Exactement. effectivement. Mm. Exactement. Et alors, voilà, vous aussi, pareil, vous avez adapté des règles pour justement pas envoyer des tokens à tout le monde, mais vraiment récompenser les bonnes personnes. Mais il y a eu des mécontentements, notamment sur le fait, je crois que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un snapshot Ouais. pour savoir qui avait fait telle action à tel moment. Et au moment du snapshot, vous avez sélectionné que les adresses qui avaient au moins Ouais. 0,05 Ether. C'est le Euh, critère qui a posé le plus de problèmes. ouais. D'ailleurs, est-ce que tu peux revenir un peu du coup Ouais. sur cet épisode du airdrop Ouais. comment ça se passe en coulisses chez Starkware en ce moment? Bah alors, déjà, ouais, dans les coulisses, c'est un événement qui est attendu, planifié depuis de longue date. Je pense que les gens sous-estiment à quel point c'est du travail là-dessus. Ça fait plus d'un an qu'on travaille sur ça, qu'il y a des équipes mobilisées que à ça, euh, qui ont travaillé pendant ouais, plus d'un an là-dessus, pour réfléchir à le design de cet airdrop, quelle catégorie on va mettre, quel monde. C'est un casse-tête, c'est un vrai casse-tête. C'est très difficile. Donc il y avait un mélange d'excitation, d'angoisse, de stress, de pression. On sait que c'est l'un des événements les plus importants de toute la vie du réseau et que ça peut conditionner le futur et le succès du réseau. Donc évidemment, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de pression. C'est aussi normalement censé être un jour de célébration. Enfin, je dis normalement, c'était quand même une pseudo-célébration, mais c'est vrai que avec tout ce qui s'est passé, c'est difficile de le voir comme une célébration et on a tendance souvent aussi à avoir beaucoup de négatif plus facilement que le positif. Mais voilà, mélange d'appréhension, d'excitation, d'angoisse et de dire
de toute façon, on doit passer par là. Il y a aussi une espèce de soulagement de dire, bon, bah, on y est, quoi. En bout d'un moment, il faut qu'on passe par là parce que on sait que c'est obligé. C'est ça, ça nous occupe beaucoup l'esprit. Il y a beaucoup de focus qui est fait là-dessus et donc c'est une étape qu'il faut passer. Donc après, on arrive le jour J. Il y a l'annonce. Bon, bah là, grosse pression, gros stress. Les premières minutes, ça va. Parce que dans l'excitation générale, tout le monde partage sans avoir vu les critères et tout. Donc tout va bien au début, tu es content, tu dis ah ouais, tu vois l'engagement du poste, tu te dis ouais, c'est trop bien et tout. Et là, commence à avoir les premiers claims qui arrivent et tout. Il y a eu vraiment, je pense, trois grosses catégories. Une extrêmement positive, qui était la communauté Ethereum. On a été pionniers et les premiers à faire un airdrop aux stakers Ethereum. Et ça a été extrêmement apprécié dans la communauté. Et c'était une partie significative du airdrop. On parle de 22% du airdrop qui a été pour les Ethereum stakers. Donc les Ethereum stakers, ce sont ceux qui lancent des validateurs sur Ethereum et contribuent à sa sécurité. Il était naturel pour nous de les récompenser parce que Starknet, évidemment, dépend de la sécurité d'Ethereum. Et la sécurité d'Ethereum, c'est les stakers Ethereum. Donc il était naturel pour nous de le faire et ça a été très bien reçu. Donc ça, au début, c'est vrai que sentiment très positif parce qu'ils sont exprimés très vite. Très vite, il y a des personnes influentes de l'écosystème Ethereum qui ont dit que c'était incroyable, que ça allait définir une nouvelle voie et que ça allait montrer le chemin pour d'autres et que ça allait potentiellement devenir la norme pour les projets Ethereum et tout. Donc au début, très content, on se dit ah ouais, ça fait plaisir quand même qu'il y ait cette reconnaissance et tout. Parce que c'était un pari quand même hein, pour nous de donner 22% aux Ethereum Stakers. C'était pas forcément naturel ou évident, etc. Donc très content là-dessus. Ensuite, toujours dans le positif, on a des builders et des gens qui étaient très early dans l'écosystème, qui sont là depuis 2 ans, qui ont buildé des choses et tout, qui ont eu des montants très significatifs et qui ont été extrêmement contents. J'ai été particulièrement content de plusieurs témoignages, de belles histoires, littéralement d'histoires de gens qui ont vu leur vie changer par cet airdrop. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Je vais revenir dessus après et contrebalancer parce que je pense que ça a accentué le sentiment de frustration de certains de voir. Je comprends que pour certains, ça pouvait paraître indécent de voir ça, mais moi, j'ai pas pu m'empêcher de célébrer ça quand je voyais des personnes en Afrique ou en Amérique latine qui exprimaient leurs témoignages et qui se disaient que ça avait littéralement changé leur vie. J'étais obligé de célébrer ça. J'étais vraiment sincèrement content pour eux. Mais après, j'ai compris que ça a empiré, entre guillemets, la situation pour les gens qui étaient frustrés. Et donc vient la troisième catégorie, les gens frustrés. Bon, il y a aussi les gens éligibles, mais ils n'ont pas été ultra vocales. Si, on a vu bien sûr quelques personnes qui étaient contentes et tout, mais je dirais que ça a été très vite noyé par le lot de mécontentement et la frustration. On a très vite vu le 0.005, le seuil minimal qui était en trend sur Twitter. On s'est dit, ah, il y a un petit truc, il y a un petit souci. Et puis on a vu que ça a frustré énormément de personnes, que des gens qui pensaient que ils auraient dû être éligibles et qu'ils n'étaient pas à cause de ce critère, etc. Bon, on peut revenir aussi sur pourquoi on a mis ce critère, quel était l'intérêt de mettre ce critère, est-ce que c'était une bonne idée rétrospectivement ou pas. Je suis très ouvert à discuter de ça de manière transparente. Euh, mais voilà, donc là, et après cette vague a pris complètement le dessus. C'est devenu plus ou moins incontrôlable, je pense. Et c'est ça vraiment qui a pris le dessus. Et là, c'est pour ça, on est en plein dedans, là, c'est très difficile. Là, c'est vraiment ça qui est le sentiment dominant. C'est cette frustration des gens qui n'ont pas été éligibles. Et comment cette frustration, elle se matérialise? C'est quoi? C'est des haters sur Twitter qui tweetent? C'est Ouais, sur le Discord? ouais, donc des haters sur Twitter, Discord, des attaques personnelles. J'ai reçu des centaines de messages d'insultes, menaces de mort et compagnie, des choses horribles. Moi, personnellement, sur Twitter, des posts viraux qui m'attaquent aussi personnellement en utilisant des screenshots de choses que j'ai dites dans des groupes Telegram qui, en plus, c'est pour certaines, la plupart sont passées de plus de 2 mois et n'avaient rien à voir avec l'airdrop. Et en plus, entre deux, j'avais expliqué le contexte et j'avais fait un tweet d'excuses publiques pour ceux qui s'étaient sentis insultés par mes mots. Mais ouais, c'est comme ça, on est à l'ère du digital, chaque chose que tu dis peut être utilisée. Et j'ai fait l'erreur de sous-estimer ça et de penser que ben, ça allait rester dans un environnement contrôlé. Ça n'a pas été le cas et maintenant c'est hors de contrôle. Et le truc que je réalise, c'est que les gens peuvent se faire une opinion de vous en 2 secondes en voyant un screenshot sans contexte. Mais pour détruire ce sentiment, ça demande énormément d'efforts. Donc, ils peuvent que gagner, en fait, les gens qui diffusent ça. Parce qu'en 1 seconde, les gens peuvent se faire un avis négatif. Mais pour détruire ça, ça prend beaucoup d'énergie. Et humainement, personne n'a le temps de combattre pour convaincre individuellement chaque personne que c'est donner plus de contexte, etc. Donc, je me suis rendu compte amèrement qu'en fait, qu'ils peuvent que gagner. Et je me suis rendu compte aussi, encore plus, que maintenant, c'est devenu un outil d'engagement. C'est-à-dire que les gens m'utilisent moi personnellement comme outil d'engagement
En gros, parce qu'ils savent que ces posts qui me détruisent en utilisant ça, ils font beaucoup d'impressions. Donc c'est devenu une technique de croissance. C'est malheureux, mais ouais. Et toi, c'est quoi? Enfin, tu lis encore les messages, tu as coupé tes réseaux ou comment tu arrives à J'ai te encore prémunir du de tout mal à ça? couper. J'ai encore du mal à couper pour être honnête. Tout le monde me conseille, absolument tout le monde me conseille de ne pas lire en fait, juste ça. Que Hmm. de toute façon c'est hors de contrôle, il n'y a rien que je peux faire. Tout le monde me dit que sur Twitter les gens ont une mémoire de poisson rouge et qu'au prochain drama ça sera oublié et tout. Mais c'est vrai que j'ai beau comprendre que c'est le plus rationnel à faire, c'est pas facile à mettre en place en pratique quand on sait que on est la cible de énormément de monde, des centaines de personnes, des milliers de personnes. Donc c'est difficile pour l'instant, je suis dans une phase où j'ai encore du mal à me détacher complètement. Je suis toujours en train de regarder, scruter et tout, et ça me fait du mal. Je me retiens de temps en temps de pas répondre et tout. Mais ouais. Ouais. Mais j'imagine enfin, ça va être compliqué à vivre. Enfin, est-ce que, par exemple, tu crains pour ta sécurité, on va dire, vraiment physique, où tu dis, il peut y avoir un fou qui trouve ton adresse et qui vienne. C'est quelque chose que je garde en tête en ayant une famille, etc. C'est vrai que je peux pas m'empêcher de penser à ça. Euh, pour l'instant, je n'ai pas encore vu de trucs super concrets. Enfin, j'ai vu des trucs, il y a certains qui ont essayé de traquer mon adresse IP et tout Ouais. quand même. Mais ouais, j'essaie de faire abstraction de ça, mais c'est vrai que ça reste quand même dans un coin de ma tête. Mais enfin, en plus, enfin, quand tu es un hater, c'est quoi les revendications? Parce qu'une fois que l'airdrop, en plus, il est défini, Enfin, il y a des règles. C'est pas comme si. Enfin, en plus, revenons à la chose. C'est quand même une distribution gratuite de tokens. Bah oui, Donc, c'est ça c'est ça qui est qui est malheureux. assez fou. Ouais. Ouais, c'est ça qui est malheureux, c'est que on est arrivé à la rupture de ce modèle-là et que je pense que ce modèle-là est vicieux, pervers et malheureusement, il y a eu beaucoup de gros airdrops qui ont bien marché, comme tu as dit Uniswap, Arbitrum derrière, et d'autres DYDX, ou des gens qui ont reçu des airdrops à 5 ou 6 chiffres, et que les gens pensent que c'est la norme maintenant, et qu'ils pensent que les projets leur doivent ça, et que c'est un dû, en fait, quand ils font telle chose, ils pensent que, même si jamais personne leur a promis quoi que ce soit, ils pensent que c'est un dû, et du coup, ça crée un effet pervers. D'un autre côté, je blâme pas uniquement les utilisateurs, c'est aussi du côté des projets qu'on met, il y a cette espèce d'accord tacite, implicite, et les projets s'en servent aussi comme moyen d'acquisition pour faire du marketing et faire de l'acquisition d'utilisateurs. C'est pas forcément mieux et du coup ça crée un cercle infernal de gens, d'un côté des gens qui pensent que tout leur est dû et de l'autre des gens qui font ça en tant qu'acquisition d'utilisateurs. C'est très difficile. Je pense qu'on arrive à la rupture de ce modèle-là. Ouais. Et je crois que peut-être que Starknet va aider à se rendre compte de cette rupture. Et si au moins on peut ressortir un peu de bénéfique et que les futurs projets comprennent que on arrive à la limite et qu'on arrive à trouver collectivement des meilleurs moyens de faire, peut-être que ça sera un mal pour un bien en quelque sorte. Et j'espère que ça pourra aider à la conscience collective de la rupture de ce modèle. Et tu penses que ce serait mieux que les airdrops soient finalement encadrés? Je sais pas de quelle manière d'ailleurs, hein, mais que soit les règles soient définies à l'avance, enfin, ça enlève, enfin, Ouais. mais Si masquées, les je règles sais. sont définies à l'avance, le problème c'est qu'elles sont facilement gameable. Enfin, tout le monde les connaît, donc tout le monde va créer des bots sophistiqués pour maximiser. Donc c'est impossible en fait. Ouais, non, carrément, j'allais dire masqué, mais bon, ça peut jamais rester un secret très longtemps, donc Ouais. ouais. Donc en tout cas, ouais, est-ce que, enfin, est-ce que toi, enfin, Bah, je me demande en alternative aussi. Enfin, en fait, c'est dommage. C'est une réflexion qu'on commence à voir émerger. C'est bah, des gens qui disent ah merde, finalement, les ICO c'était carrément mieux en fait. ouais, Euh, et le problème, c'est que et c'est ça aussi qu'on voit les limites de la régulation parce que c'est à cause de la régulation qu'on peut plus faire d'ICO. Mais finalement, la régulation, le but de la régulation, c'est censé être protéger l'investisseur. Mais en faisant ça, on est en train d'alimenter un modèle qui est beaucoup plus pervers. ouais. Donc, finalement, sincèrement, le modèle d'ICO, rétrospectivement, c'est plus pur. Franchement, c'est plus pur, c'est plus égalitaire, c'est plus transparent. C'est donc ouais, c'est difficile de se rendre compte que bah mince, à cause de la régulation, on passe peut-être à côté du modèle le plus pur et le plus fair. C'est un peu dommage. Ouais. Donc pour l'instant, je Et, vois pas l'alternative. La seule potentiellement alternative que les gens commencent à voir émerger, c'est les points. Mais c'est encore trop tôt pour dire que, tu sais, le système de points, on commence à avoir beaucoup de projets qui font un système de points. Et les ouais, gens se disent, bah au moins, tu as un peu près une attente. Tu vois ton seuil monter, tu dis, bon, bah ok, si je fais ça, j'ai ça. Même si tu connais pas le ratio que tu auras en nombre de tokens, mais il y a des gens qui pensent que bah il y a un peu plus de transparence et d'attente plus prévisible. Très difficile à dire parce qu'il y aura sûrement des cas de projets où en fait ils font un système de points et derrière ils font même pas de token ou alors ils font un truc donc qui n'aura rien à voir. Donc c'est encore trop tôt pour dire si ça sera mieux. C'est une approche que des gens explorent. On verra ce que ça donne. yes. Et d'ailleurs, c'était intéressant, reparlons de la l'ICO, parce que vous aviez fait quand même une vente publique du jeton, non? Non, Ou non, non, non? aucune. C'était une vente Non, non, privée? non.
Ouais, enfin, c'est que les investisseurs de Starkware qui ont eu accès à tes tokens. Ok. Et parce que par exemple, une vente, je sais pas, sur une plateforme type CoinList, où il y a pas mal en fait d'ICO qui sont encore faites sur CoinList, pour des raisons réglementaires, ça n'a pas été possible ou parce que vous souhaitiez pas le faire Je sais pas, pour être honnête, j'étais pas encore chez Starkware au moment que la décision a été prise, donc je ne sais pas. J'imagine que la régulation peut être un problème. Euh, ouais, non, je sais pas, pour être honnête, je sais pas pourquoi ça n'a pas été considéré cette option-là. Ok. Après, Bon. est-ce que toi, de ton point de vue, bah, c'est une question. Moi, je me rappelle des grosses comme Casper, Mina, etc. Ouais, Ouais, Immutable X aussi, ouais. il y a Metabolix, ouais, Filecoin. C'est vrai que globalement, ça allait, je pense. Ouais, c'est vrai. Non, c'est intéressant. Peut-être que c'est un bon modèle, mais je ne connais pas les applications au niveau réglementation et tout. Donc, Ouais, non plus, je pense que je serais pas le bon interlocuteur pour, hmm. pour donner plus de détails là-dessus. Mais ok, bon, bah, j'espère en tout cas que la situation va se tasser avec le lancement du token mardi. D'ailleurs, pour parler un peu chiffres, de ce que je voyais, c'est que là, à l'instant T, le token, je crois, était aux alentours des 1,8 dollars, ce qui ferait une market cap à 1,3 milliard et donc un classement comme market cap aux alentours des entre la 60 70e position, je crois. Donc voilà, on verra où ça mène. Et d'ailleurs, ouais, on parlait justement là d'Immutable X. C'est un projet qui est avec Starkware, hein, c'est ça? Enfin, Ouais. est-ce que tu m'en dis un peu plus de ce projet? Alors, Immutable X, hein, c'est un layer 2 Ouais. sur Ethereum, mais focus sur le gaming. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Que je crois qu'il y a Starkware qui est impliqué dedans. Ouais. Du coup, oui, oui, du coup, tout à fait. Immutable X, ils ont, ça tourne sur StarkX aussi, comme Sora et DYDX V3. Là, ils sont en train de s'étendre aussi à Polygon, donc ils auront deux versions. Mais là, la version actuelle qui est en production, c'est celle qui tourne sur StarkX, ouais, tout à fait. Donc, c'est un des clients de Sora aujourd'hui. O- Leur tech est Ok, basée sur StarkX. Hmm. ok. Et parce que StarkX a quand même vocation à continuer d'exister, même s'il y a Starknet. Ça continue d'exister tant qu'il y a des clients dessus. Il n'y a pas de volonté active d'attirer des nouveaux clients dessus. Le focus s'est fait vraiment sur StackNet. Mais oui, bah là, ça tourne, ça génère des revenus, donc bon, il n'y a pas de raison d'arrêter. Donc Ok. oui. Mm. Bah, je te propose de passer vraiment sur les spécificités de StarkX. Pourquoi c'est différenciant des autres Layer 2 d'Ethereum. Je Mm. pense qu'on peut parler déjà d'un vrai sujet, c'est l'account abstraction. Oui. Qui est intéressant et j'ai l'impression que vous vous différenciez peut-être des autres blockchains sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux Mm. déjà rappeler ce que c'est Bien l'account sûr. abstraction et comment vous faites la différence là-dessus? Ouais, tout à fait, c'est un vrai critère différenciant. La compte abstraction, alors, l'idée c'est de se dire, ben, traditionnellement dans les blockchains, donc par exemple sur Ethereum ou d'autres, vous avez deux types de comptes. Les comptes utilisateurs, entre guillemets, qui sont contrôlés par une clé privée et une seed phrase, donc les fameux 12 mots que vous devez protéger, etc. Donc ça, c'est vraiment juste pour faire des signatures et contrôler votre compte. Mais voilà. Et à côté de ça, vous avez les smart contracts, donc c'est qui sont contrôlés, eux, par du code. Donc c'est des codes programmés par des développeurs, etc. L'idée de la compte abstraction, c'est de se dire, bah en fait, tout va être des smart contracts, même les comptes utilisateurs. Ce qui fait que ça donne de la flexibilité, parce qu'en fait, vous pouvez programmer comment se comporte le compte de l'utilisateur. Ça veut dire, pour donner des exemples concrets, vous pouvez changer la façon dont vous allez contrôler votre compte. Vous pouvez changer les mécanismes de signature cryptographique qu'il y a derrière, etc. Mais pour donner des cas aussi plus concrets, tangibles, vous pouvez par exemple implémenter ce qu'on appelle des social recovery wallets. C'est des systèmes dans lesquels vous allez par exemple désigner des gardiens qui vont être des personnes de confiance qui peuvent vous débloquer si vous perdez votre site phrase ou des choses comme ça. Vous pouvez faire un mode où vous pouvez être capable de retrouver votre compte avec un email ou ce genre de choses. Donc, je pense que pour la masse adoption, on n'aura pas le choix d'avoir ce genre de choses parce que c'est vrai que c'est trop complexe le modèle où il faut absolument sécuriser ces 12 mots. Ça fait peur aussi parce que si on se dit, ouais, si je les perds, qu'est-ce que je fais? Là, avec la compte abstraction, on peut aller beaucoup plus loin pour la masse adoption et faire des choses qui seront beaucoup plus friendly pour les gens qui viennent du Web 2. Et donc, c'est ce qu'il nous faudra pour la masse adoption. Après, on peut aller très loin. Il y a d'autres cas qu'on voit dans le monde du gaming où on peut faire des sortes de clés de session parce que imagine que tu as un jeu qui est on-chain. Là, évidemment, tu vas pas à chaque fois ouvrir ton MetaMask, ton wallet, signer chaque action, etc. Donc, avec la compte abstraction, tu peux faire un système de session et en fait, tu peux faire une clé qui va être spécialement pour la durée d'une partie que tu vas pouvoir utiliser sans avoir à signer individuellement chaque transaction. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi le Paymaster en dernier exemple. Paymaster qui permet de payer en n'importe quel token, par exemple. Même si ton gas token, c'est le Stark, par exemple, tu pourras payer quand même en stablecoin ou même en fiat. Dans le futur, tu peux imaginer un système où voilà, tu abstrais complètement, mais tu peux imaginer un système où tu
tu peux faire ce qu'on appelle du gasless trading. Donc, c'est vraiment trader, mais en abstrayant complètement la blockchain et ce genre de choses. Donc, c'est très puissant. Et pour l'adoption de masse, ça va être super important. Et nous, on a que ça sur Starknet. C'est-à-dire que certains de nos compétiteurs, par exemple zcash, ils ont de la compte abstraction, mais ils ont aussi les anciens modèles. Et là où c'est important, c'est que finalement, le fait d'avoir les autres modèles, c'est quelque chose qui bride. C'est beaucoup mieux d'avoir que la compte abstraction, parce qu'en termes d'expérience utilisateur, sinon tu vas avoir différents types d'expérience utilisateur en fonction des gens, s'ils ont un compte à compte abstraction ou un compte classique, etc. Donc nous, on a vraiment ça qui est au cœur du protocole et il n'y a pas le choix. Tu n'as que de la compte abstraction. Donc voilà. Ouais, c'est hyper intéressant. En fait, c'est vraiment l'idée de. Enfin, ça permet vraiment de proposer une expérience, on va dire, e-commerce ou gaming classique sans Tout à fait. la complexité de la blockchain. Un Ouais, exemple, par exemple, c'est-à-dire que je peux me connecter directement avec mon adresse mail. Je peux avoir peut-être je sais pas, mon 2FA avec du oui, SMS pour y tout à accéder. fait. Et j'aurais plus forcément à m'embêter avec des histoires de 12 mots, 24 mots. Ouais. On a un Euh, exemple qui est intéressant, c'est un projet d'écosystème Starknet qui a implémenté un wallet que tu contrôles avec ton Face ID. Donc en fait, tu n'as pas de phrase, rien du tout. Et en fait, tu interagis avec ton smart contract en déverrouillant ton téléphone sur ton iPhone et t'interagis avec le smart contract. Donc c'est ok. hyper puissant. Ouais. Ouais, carrément. Sachant qu'en plus, le Face ID, j'imagine qu'il est en local sur le téléphone, donc il n'y a pas des risques de hack, Ouais, ce genre de exactement. choses. Ouais, c'est Ouais. ça. Il est sécurisé par du matériel sur le téléphone. Hmm. Exactement. Et comme sur la compte abstraction, tu peux implémenter la logique que tu veux. Donc les gens ont implémenté en Cairo la logique de vérification du Face ID en utilisant la cryptographie qui va bien. Et du coup, tu pilotes ton smart contract avec ton Face ID. Donc tu n'as pas de mots à sécuriser, etc. C'est extrêmement fluide en termes d'expérience utilisateur. Ouais. Et pareil pour le gaming, tu disais, bah, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, quand tu as un jeu sur Ethereum, dès que tu fais une action, bam, faut signer, machin, t'es un peu coupé de ton jeu. Je sais pas, Mm. c'est comme si vous jouiez à un jeu de foot FIFA, vous voulez Ouais, acheter, je sais pas, Mbappé, là on vous dit, est-ce que vous voulez signer telle transaction? Là au moins, c'est hyper fluide, tu as signé ouais, peut-être une fois et après, t'as pas besoin de revalider à exactement. chaque fois. Mm. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je pense que c'est marrant de coupler ça avec ton rôle de Head of Ecosystem. Il y a notamment deux wallets qui se détachent sur l'écosystème Startnet, c'est Bravo, c'est Argent. Ouais, tout à fait. Euh, Toi qui es Head of Ecosystem, est-ce que tu as abordé ces deux projets? Est-ce que c'est ton rôle? Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus? Alors, ils étaient là avant que moi je prenne ce rôle-là, Ok, donc non, c'est pas moi qui les ai onboardés. Mais typiquement, oui, c'est le genre de choses que je peux faire, c'est-à-dire aller onboarder des projets existants d'autres écosystèmes ou ramener des développeurs qui au début ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc au début, les aider dans leur parcours d'apprentissage de notre technologie, etc. Et quand ils sont prêts, voir sur quel type de projet ils pourraient partir. On a aussi un modèle où on a une équipe exploration que je dirige aussi. En fait, on crée des projets, on les initie. Et on travaille avec la communauté, on paye les développeurs chaque contribution et tout, c'est de l'open source et tout. Et au bout d'un moment, s'il y a des gens qui veulent prendre le projet qu'on construit, on leur donne. En fait, tout simplement, on leur donne et ça devient un vrai projet. On a eu le cas avec plusieurs projets d'écosystème qui sont devenus des entreprises qui ont levé des fonds et tout. Donc, par exemple, Kakarot, qui est un projet qu'on a démarré avec cette team exploration, qui est devenu un projet. Ils ont levé des fonds, Vitalik a investi, ils ont recruté du monde et c'est devenu un vrai projet. Donc, on essaye de donner vraiment un terrain fertile pour les gens pour qu'ils puissent à découvrir l'écosystème, apprendre et quand ils sont prêts, déconstruire quelque chose et on les aide au maximum dans leur aventure. ok, très cool. Alors si je comprends bien, admettons que je sois développeur, je peux développer du coup sur Startnet et je suis rémunéré pour ça à chaque milestone, on va dire, dès que je délivre du Ouais, code. Et exactement. par exemple, le projet en question, s'il n'a pas encore, on va dire, de fondateur, je peux dire, voilà, moi j'aimerais être fondateur de ce projet-là. Et dans ce cas-là, j'ai de l'equity, j'ai des parts de ce projet. Et Mm. est-ce que vous aussi, vous en avez Alors des fois on investit, mais en termes, on prend jamais d'equity gratuite. C'est-à-dire que c'est plus pour supporter les projets. D'ailleurs parce qu'en fait évidemment quand tu as Starkware qui met un petit ticket en signal, ça donne de la crédibilité au projet, c'est plus facile après pour démarcher d'autres VC et compagnie. Donc ça nous est arrivé d'investir dans certains des projets, mais plus de manière symbolique, on va dire. Ok. Ouais. Et donc pour venir après sur ton rôle, donc c'est-à-dire que toi ton rôle c'est de trouver des développeurs, enfin d'attirer des développeurs peut-être d'autres écosystèmes pour les faire venir sur Startnet, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Et d'autres écosystèmes, ou aussi du Web 2 en général, hein, des gens qui sont même pas encore dans le Web 3. Mais oui, tous les écosystèmes, je surveille, que ce soit Solana, Polkadot, Cosmos. J'ai pas d'a priori sur les écosystèmes. J'ai envie de vraiment faire découvrir la technologie Starknet au maximum de personnes et voir ceux qui peuvent y trouver une opportunité et qui sont intéressés pour explorer plus, on les accompagne du mieux qu'on peut, ouais. Ok. Et c'est intéressant, enfin tu les contactes en one-to-one, comment vous faites Il y a en termes plusieurs d'acquisition? canaux d'acquisition. Il y en a, c'est via des hackathons, tu sais, où on organise des événements, des hacker house, ce genre de choses.
Il y en a, c'est du one-to-one. Quand on voit quelqu'un qui se démarque ou qu'on trouve qu'il a un profil intéressant, ben, on peut aussi contacter individuellement. Ça peut être des teams, de contacter directement des teams qui montent déjà des projets dans d'autres écosystèmes, de voir s'ils peuvent pas être intéressés à venir s'étendre sur Starknet ou ce genre de choses. Donc ouais, on a pas mal de canaux d'acquisition. On a aussi un programme de Basecamp où en fait c'est un programme où que les gens peuvent s'inscrire et ils vont avoir des cours en fait sur plusieurs semaines avec une certification à la fin et tout. Donc c'est aussi un autre moyen de rentrer dans l'écosystème. On a un programme de grant aussi pour attirer un petit peu des développeurs. Donc ouais, il y a pas mal de choses en termes de canaux d'acquisition. Ok, donc là on est sur les développeurs et après pour les projets pareil parce que vous avez un écosystème qui est déjà assez fourni hein, en termes, je sais pas, si on prend la DeFi, bien sûr il y a un exchange décentralisé, Ouais. il y a un Il y en a bridge, plein. Ouais. oui enfin il y en a plusieurs d'ailleurs, Oui, oui. il y a des bridges, Des il y a bridges, des il y a plateformes de du lending, lending. etc. Ouais. Mm. Comment ça se passe? Comment, au tout début, vous arrivez à créer un tel écosystème? Est-ce que c'est les développeurs qui d'eux-mêmes sont arrivés parce qu'ils se sont dit, voilà, c'est un écosystème prometteur et donc on veut être les premiers à construire dessus, ou vous avez incentivé avec des grants la création de tels outils? Ouais. Bah, au début, donc c'est la personne, mon collègue Louis, qui était le head of ecosystem avant moi, qui est toujours chez Starkware, il a juste pivoté sur un autre rôle. Mais lui, il a joué un rôle énorme là-dedans. Et au début, c'était vraiment individuel. C'est-à-dire que il faisait du repérage individuel. Par exemple, je dis une bêtise, mais ça peut être des gens qui posaient des questions intéressantes sur le Discord. Après, voilà, il essayait d'en savoir plus. Il faisait littéralement plus de 15 calls par jour avec des gens pour apprendre à les connaître et tout. Je pense que ça a beaucoup aidé d'avoir cette approche humaine, d'avoir vraiment une interaction humaine à chaque fois avec tout le monde individuellement. Je pense que le premier contact que tu as avec un écosystème fait vraiment la différence. Il y a une grosse différence entre tu fais juste un tutoriel ou un truc, ou alors tu as parlé vraiment à quelqu'un. Je pense que la connexion passe beaucoup plus fort. Donc ça a été, mais évidemment, c'est pas une méthode qui peut scaler. C'est très difficile de reproduire ça. En temps humain, ça serait monumental. Il faudrait des centaines de personnes qui fassent ça. Ouais. Donc c'était très bien pour construire le noyau initial. Et après, il y avait vraiment ce côté de on a été, je pense, très bon, et Louis en partie, à ne pas essayer d'aller trop vite dans la croissance organique de la communauté initiale et de se focus dans un petit nombre d'endroits stratégiques, notamment la France, par exemple, a été un noyau stratégique. Parce que après, quand tu as une communauté organique très forte, ils sont très comités dans l'écosystème, très loyaux et tout. Et après, ils vont t'aider. Ça devient tes meilleurs ambassadeurs finalement. À chaque fois, parce qu'ils aiment, ils sont là, il y a des bonnes vibes. Donc, à chaque fois, ils vont inviter des amis à participer à des événements, etc. Et je pense que ça a été très bien, ce qui nous a aidé. Et là, je pense qu'on a un gros noyau dur de builders très intéressant, très soudé. C'était vraiment pendant très très longtemps comme vraiment une famille. Tu vois, chacun se connaissait individuellement et tout. Euh, Maintenant, on est un peu à la phase de transition où on doit passer à l'étape suivante. Le scaling, ça va pas être facile parce que là, tous les ingrédients qu'on a utilisés, on peut pas tous les reproduire. Ça ne marche pas à une échelle plus grande. Donc, on va réfléchir, pour être honnête, on est vraiment dans la phase de transition. Et c'est en partie mon rôle. Là, je viens vraiment de commencer. Donc, je dois réfléchir justement comment on peut reproduire ça à grande échelle. C'est pas simple, mais il y a, mais après, d'un autre côté, maintenant qu'on a aussi une espèce de culture propre à Starknet et tout, ça aide aussi. Il y a quand même un terreau fertile maintenant. Il y a une identité propre à Starknet et tout. Donc, c'est aussi quelque chose qui va quand même aider malgré tout à passer à l'échelle. Ok. Et d'ailleurs, tu disais que t'es arrivé quand d'ailleurs chez Sarknet? Alors, moi, chez Starkware, du coup, ça fait 2 ans. Mais sur la partie Head of Ecosystem, c'est très récent. Donc, Ok. avant, je dirigeais la team exploration uniquement, mais pas la partie écosystème. Ok. Et d'ailleurs, toi qui de base est dev, alors c'est un métier. C'est quoi les différentes composantes de ton métier? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de. Il n'y a pas de développement. Alors, toi, t'étais développeur avant, mais il y a quand À même la beaucoup base, ouais. de. À la base, ouais. Et il y a quand même beaucoup. Enfin, une grande partie technique, mais pas que. J'imagine qu'il y a une Ouais. partie un peu. Marketing, peut-être, sales, je sais pas. Communautaire, en tout cas, ouais, c'est Communautaire. sûr, une partie vraiment, beaucoup parler avec les gens, réfléchir aussi à des stratégies. Par exemple, en ce moment, je me creuse beaucoup la tête sur les meilleurs écosystèmes à, entre guillemets, aller explorer pour faire de l'acquisition. Pendant très longtemps, je pense qu'on a voulu chasser euh, que principalement dans l'écosystème Ethereum, mais je pense que c'est pas forcément le plus stratégique. Pourquoi? Parce que il est plus stratégique et je pense plus pertinent pour nous d'aller explorer des écosystèmes qui ne sont pas EVM justement. Parce que pour deux raisons. D'une, ils ont compris que l'EVM, c'est pas forcément le endgame. De deux, ils ont déjà fait le process d'apprendre un nouveau langage, etc., de comprendre qu'il y a des opportunités ailleurs. Donc peut-être qu'il est plus naturel et plus. Il y a moins de friction pour eux d'être convaincus que, ok, ben, apprendre un nouveau langage et tout, ça peut valoir le coup. Donc réfléchir à ces stratégies-là. Là, on va réfléchir à mettre en place un nouveau grand programme 2.0 parce que le premier programme n'était pas
scalable. C'était vraiment à l'échelle individuelle. Ça marche que quand tu connais les gens vraiment bien et tout. Donc là, on réfléchit à un nouveau programme. Une de mes premières missions maintenant, c'est de aussi recruter une team pour la partie écosystème. Mais oui, mais c'est très important aussi pour moi de garder une attache sur la partie technique parce que je dois vraiment être très pertinent là-dessus pour convaincre aussi des forces et des atouts de Starknet pour essayer d'accompagner les développeurs au mieux. Je dois aussi faire des synergies avec la team exploration que je dirige aussi, par exemple, parce que au niveau du funnel d'acquisition, bah, une fois qu'on a trouvé des développeurs, ben, peut-être les orienter pour contribuer sur les projets de la team exploration, le temps qu'ils développent leurs compétences, qu'ils sachent ce qu'ils veulent faire vraiment derrière. Donc aussi créer des synergies et potentiellement des synergies avec d'autres projets de l'écosystème. Ça, c'est un truc que j'essaye de faire beaucoup, c'est-à-dire quand il y a un nouveau projet, de dire, ah, ben attends, ce projet-là, c'est tel truc, ça a besoin de telle primitive, ou alors ça marcherait bien en complémentarité avec tel projet. Et comme on a une bonne vision un peu, on connaît tous les projets, on peut naturellement identifier les synergies, les stimuler pour qu'il y ait de la collaboration dans l'écosystème. Ce genre de choses. Ok, hyper intéressant. Alors, par exemple, pour préparer cette interview, j'avais écouté une vidéo d'Asher sur justement l'écosystème Startnet, une excellente vidéo d'ailleurs. Ouais. Alors, je crois que justement Asher est sponsorisé par Startnet pour une série de vidéos. Et toi, d'ailleurs, tu as participé, est-ce que c'est un de tes rôles dans la partie écosystème ou là, c'est plus le marketing la team marketing qui a opéré? Alors, non, ça fait pas partie de mes attributions naturelles, mais c'est moi qui l'ai fait dans le cadre de HR, effectivement. Cryptomatrix aussi, d'ailleurs. Cryptost en ce moment. Ouais. Mais normalement, non. Effectivement, c'est plus censé être la team marketing. Mais pareil, parce qu'en fait, comme la fondation ils n'ont pas encore toutes les unités, ils n'ont pas encore tous les départements et tout, ils sont en train de recruter. Et en fait, une partie de ce travail-là, ça devrait être eux qui vont devoir gérer. Donc, on est un peu dans la phase de transition. Donc, bah, tous ceux qui peuvent contribuer à l'effort de guerre, bah, le font. Donc, moi, je le fais naturellement, comme j'ai des connexions avec pas mal de gens dans l'écosystème. J'essaie d'aider aussi, de donner un coup de main là-dessus. Mais strictement parlant, ça fait pas partie de mes attributions, de mes responsabilités. Ok, je mettrai d'ailleurs la vidéo en lien parce c'est vraiment une super vidéo. Et d'ailleurs, on peut revenir peut-être sur certains éléments de la vidéo que je trouvais vraiment intéressants. Je regardais, ouais, enfin en termes de features, on a parlé du social recovery pour récupérer l'accès à son compte. C'est vrai que c'est un peu avec la partie, on va dire, account abstraction. Ouais, tout à fait. Mais par exemple, tu parlais d'ailleurs de langage, hein, le Cairo, qui est votre langage Hmm. à vous. Alors c'est vrai que pour recontextualiser normalement, donc, enfin, le langage Ethereum, c'est Solidity. Donc en général, est-ce que d'ailleurs les autres Layer 2 optent pour un autre langage ou ils sont sur Solidity? C'est quoi d'habitude là, si on prend Tout le des monde schémas est, arbitres? l'écrasante majorité, c'est des Solidity. Arbitrum est le seul cas où ils ont Solidity et ils ont rajouté la possibilité d'avoir des smart contracts en Rust aussi. Mais Ouais. sinon, tout le monde, c'est Solidity. Scroll, Linea, Polygon, zk-Sync, Arbitrum, Optimism, tous c'est Solidity. Ouais. Et alors justement, vous, Pro, vous avez fait ce choix d'avoir un langage spécifique, Cairo, hein, donc il y a une bonne raison. Ouais. Est-ce que d'ailleurs c'est un bloqueur? Ouais. La raison, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de dire, ben, le VM, elle n'était pas conçue pour être efficace dans un environnement ZK. Mhm. Donc, on était obligé de définir notre propre machine virtuelle. Et en fait, à partir du moment où tu fais ça, tu es obligé aussi de définir ton propre langage. Donc, oui, c'est un bloqueur. Enfin, c'est un bloqueur. C'est de la friction supplémentaire pour attirer des développeurs parce qu'ils doivent apprendre un nouveau langage. Donc, effectivement. Par contre, c'est aussi quelque chose qui était bénéfique dans la croissance de notre écosystème, dans le sens où, premièrement, c'est un filtre de motivation. Parce qu'en fait, les gens qui apprennent le Cairo, bah, du coup, ça vaut pas le coup si tu veux de l'apprendre juste pour faire un truc bidon, tu vois. En vrai, si tu l'apprends, si tu prends l'effort, c'est un investissement en vrai, d'apprendre le Cairo. Donc, tu as beaucoup plus de gens, s'ils sont prêts à faire ce parcours-là, c'est que de base, ils sont vraiment motivés. Parce que sinon, pour le dire autrement, ils sont dénigrés, mais il est beaucoup plus facile de faire juste un copy-paste d'un projet existant Solidity et de déployer sur tous les L2, parce qu'en fait, c'est facile. Tu peux reprendre du truc déjà existant, etc. Donc, nous, on a un filtre naturel de motivation, de détermination, et aussi, spontanément, les gens, ils se mettent tout de suite dans un mode, ils pensent out of the box, ils sont pas conditionnés par des modèles établis de qu'est-ce qu'on peut faire avec Solidity, qu'est-ce qu'on peut pas faire, parce qu'il y a un nouveau langage avec des nouvelles choses qui sont possibles de faire, et les gens le comprennent très bien naturellement. Et en fait, je pense que ça stimule l'idée de l'innovation, etc., de penser un petit peu hors des sentiers battus et de proposer quelque chose de différent. Donc oui, effectivement, c'est un point de friction, c'est une difficulté supplémentaire pour nous parce qu'on doit tout reconstruire de zéro et les gens doivent apprendre le langage et tout, donc c'est beaucoup plus de barrières à l'entrée, ça c'est sûr et certain, mais ça vient aussi avec des avantages, notamment pour stimuler cette culture. Ouais, carrément.
Je te propose de partir sur une partie un tout petit peu plus technique. On arrive en fin d'épisode. Tout à l'heure, on parlait des Stark et des Snark. Je pense intéressant de revenir sur la. Tu l'as déjà expliqué tout à l'heure, peut-être revenir un peu en détail là-dessus et peut-être réexpliquer ce que c'est les IK Rollup. Tout à l'heure, tu disais que voilà, Optimistic, que sont Arbitrum, Optimism, qui sont peut-être plus en vogue aujourd'hui, mais qui sont peut-être moins long terme parce que tu pourrais expliquer peut-être Ouais. un peu la grande différence et comment vous positionnez, c'est qui vos acteurs, vos grands concurrents, on va dire, sur la Ouais. partie L2, ouais. Ouais. Donc ouais, pour la différence avec les optimistic rollups, c'est les optimistic rollups, ils partent du principe que c'est bon jusqu'à preuve du contraire. C'est un peu le principe de la présomption d'innocence. Euh, du coup, l'idée c'est de dire tu as un modèle économique qui te dit que ok, tu laisses une période de temps pour des gens pour qu'ils détectent des fraudes potentielles et ils les soumettent en échange d'une récompense. Là où les EK Rollup, ils sont basés sur des mathématiques. Donc en fait, on ne fait confiance à personne. On va prouver ce qui se passe sur le L2, mathématiquement prouver. Donc on a une garantie mathématique que c'est vrai. Et on envoie cette preuve à Ethereum. Et la preuve, elle est vérifiée sur un smart contract sur Ethereum. Et on va pouvoir bouger l'état du L2 uniquement si la preuve est valide. Donc on a une garantie absolue que l'opérateur du L2, les blocs, les transactions sont correctes, ont été exécutés correctement avec cette preuve mathématique. Euh, nos plus grands concurrents dans les ZK Rollup, c'est ZK Sync, Polygon, ZK VM, Scroll et Linea, on va dire, c'est les plus gros. Euh, donc nous, comment on se démarque? Donc on est les seuls qui ne sont pas compatibles VM, on a notre propre langage, donc on a plus de flexibilité, souveraineté, on n'est pas dépendant de la roadmap de Ethereum à ce niveau-là. On a la compte abstraction native qui est une particularité. Euh, en termes de preuves, bon, l'industrie est en train de basculer grosso modo tous sur des Stark. Même nos compétiteurs qui historiquement utilisaient des Stark, ils sont en train d'utiliser des Stark maintenant, notamment The Casing qui a mouvé sur des Stark, Polygon aussi, quasiment tout le monde. La différence avec nous, c'est que nous, on n'utilise que des Stark. Eux, ils ont un modèle hybride où en fait, ils génèrent une preuve Stark, mais ils la mettent dans une preuve Snark. La raison pour laquelle ils font ça, c'est que les Snark sont moins chers à vérifier sur Ethereum et sont plus petites en taille. Voilà. Pourquoi ils font ça? Mais nous, pourquoi on ne veut pas faire ça? Bon, il y a plusieurs raisons, sans trop rentrer dans les détails, mais la simplicité, c'est bien. En gros, autrement, c'est-à-dire que mettre une stack dans une stack, ça rajoute de la complexité, donc c'est potentiellement du risque supplémentaire, etc. C'est moins pur. Et de deux, on aime bien la pureté des stars qui sont vraiment beaucoup plus simples conceptuellement. Et on sait, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'elles sont résistantes aux attaques quantiques et ce genre de choses. Et aussi, elles ont des meilleures propriétés en termes d'efficacité pour prouver et en termes d'amortisation du coût des transactions. Ok, très clair. Merci beaucoup pour cette belle explication. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, enfin, tu parlais de L3, donc de Layer 3. Rappelons, donc, par exemple, vous êtes une surcouche Ethereum, mais là, on parle de surcouche de surcouche. Tout à fait. Et c'est intéressant, tu prenais par exemple le cas de Sorare qui pourrait justement être dans cette configuration-là, s'il revenait sur Starknet. Et ça veut dire en fait qu'ils pourraient prendre le code existant, mais en fait c'est ce qu'on pourrait appeler comme un fork, c'est-à-dire qu'ils prennent le code existant, mais ils peuvent en fait ajouter leurs propres fonctionnalités s'ils en ont envie. En fait, c'est une chain, c'est comme une sidechain en fait. Enfin, c'est une, Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Ça serait une chaîne à part. Et elle va utiliser la sécurité de Starknet de la même manière que Starknet utilise la sécurité d'Ethereum. Et en fait, ça serait une chaîne dans laquelle ils exécutent leur bloc, etc. Et à la fin, ils génèrent une preuve. Mais au lieu de l'envoyer sur Ethereum, ils l'envoient sur Starknet et elle est vérifiée sur Starknet. Donc ça ok. peut vraiment rajouter un autre niveau, un ordre de grandeur, de magnitude pour le scaling. On peut aller encore plus loin, c'est ce qu'on appelle de l'hyperscaling. Et de deux, aussi, on a plus de flexibilité pour ajouter des features custom. Justement pour faire des variantes, mettre un propre token pour le gas token, pour les fees, rajouter des features qui n'existent pas sur le protocole Starknet, expérimenter plus vite, etc. De la même manière que les L2 peuvent expérimenter plus vite que le L1, les L3 aussi peuvent expérimenter plus vite que le L2. Ok, très clair. Est-ce que tu penses que Ethereum a un peu gagné le game des Layer 1 parce que c'est vrai que la liquidité aujourd'hui est essentiellement concentrée sur Ethereum et que quand tu es non EVM en termes de Layer 1, c'est plus complexe d'attirer des développeurs. Même si, comme tu disais, par exemple, Arbitrum, maintenant, ils sont sur Rust. Rust, c'est un langage assez
répandu parmi les Répondu. développeurs. Ouais. Donc ils sont sur les deux. Arbitrum aujourd'hui, je crois que Signum ou Signature, j'ai plus le nom exact du Stylus. Stylus, voilà. Et aujourd'hui, les Layer 1 qui sont non IVM, est-ce que tu penses que c'est un frein? Est-ce que tu penses qu'Ethereum a gagné le game? C'est une bonne question. Pour être honnête, j'étais beaucoup plus convaincu qu'Ethereum avait gagné le game il y a 6 mois que je le suis aujourd'hui. Je me dis, ouais, en fait, c'est pas à 100% gagné. Il y a quand même des concurrents sérieux en embuscade. Euh, je crois toujours que Ethereum est le mieux positionné, malgré tout. Mais c'est pas encore gagné. Il y a encore des risques d'un côté sur Ethereum, d'exécution dans la roadmap. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que ça puisse vraiment marcher bien comme il faut. L'état des L2, il y a encore un petit peu des roulettes, comme si on était avec un vélo avec des roulettes. Il y a des roulettes qu'on doit enlever pour être pleinement débloquer le pouvoir des L2 de manière correcte et sans trop de compromis, parce que pour l'instant, juste pour donner un exemple concret, c'est que les L2 ils sont centralisés, ce genre de choses. Donc c'est pas encore gagné. D'un autre côté, il y a certains Alt Layer 1 qui ont montré quand même beaucoup de progrès. Je pense par exemple à Solana. Moi-même, j'ai été un énorme critique de Solana pour être honnête. Et je reconnais maintenant quand même qu'ils ont beaucoup progressé, qu'ils ont montré de la résilience après le drama FTX, etc. Ils ont quand même montré une grosse résilience au niveau du layer social, etc. Et ça, je m'y attendais pas, honnêtement. Ils ont fait beaucoup de progrès aussi sur quand même la décentralisation du réseau, ce genre de choses. Bon, il y a encore pas mal de choses à corriger, je pense, et que c'est pas du tout encore au niveau de Ethereum. Mais bon, quand même, il y a quand même du progrès. Et il y en a d'autres aussi qui tentent des nouvelles choses aussi qui peuvent être intéressantes. Donc je dirais pas que c'est gagné. Je pense toujours, je suis convaincu que Ethereum est le mieux positionné et que c'est faire les compromis que certains Altlayer font est trop risqué aujourd'hui. Il y a trop de risques de capture des gouvernements, etc. Même pour Ethereum, c'est pas encore gagné. Même aujourd'hui, Ethereum est encore capturable selon moi. Même Bitcoin, dans un certain degré, il l'est encore. Donc pour te dire, en gros, c'est une question de probabilité. C'est juste que moi, je pense que j'ai envie de me focaliser pour l'instant sur ce qui a le plus de chances de réussite, au risque de se disperser et de faire que tout dans son ensemble on perd le combat et que ça soit trop tôt. Donc j'ai envie de me dire que ouais, il vaut mieux mettre encore de l'effort sur ce qui a le plus de chances d'arriver à résister à des attaques d'État-nation, en gros. Ok, très clair. Merci beaucoup Abdel. C'était un super épisode. Est-ce que tu vas ajouter un point peut-être J'ai envie d'ajouter un petit point rapide, peut-être, ouais, c'est déjà merci pour l'invitation, ça m'a fait extrêmement plaisir, j'ai passé un super moment. Euh, je pense que collectivement, et moi je le vis actuellement, et je me dis que il faut qu'on arrive à prendre aussi du recul. D'une, ça me fait peur parce que je me dis aussi que malheureusement, il y a aussi énormément de monde qui passe à côté, j'irais presque jusqu'à dire de l'essentiel, enfin de ce combat, de la philosophie qu'il y a derrière. Je ne les blâme pas et je ne les juge pas en disant ça, je veux pas faire de jugement de valeur, mais je me dis c'est dommage, c'est fine d'essayer de faire des gains, etc. C'est pas ce que je veux dire, mais je pense que le truc ultime, c'est de regagner notre souveraineté en tant qu'individu, etc. Et qu'on a là une opportunité incroyable, qui est une première dans l'histoire et que c'est bien d'essayer de gagner de l'argent, etc. Mais ce combat-là est aussi important et finalement, la liberté et la souveraineté, c'est quelque chose qui aura énormément de valeur dans le futur. Donc, j'aimerais faire un petit message pour essayer de pas oublier ça et prendre un peu du recul aussi sur le fait que ben, se poser des questions sur comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on arrive au modèle de rupture des airdrops? Est-ce que collectivement, on ne doit pas tous réfléchir pour essayer de faire mieux, ne pas faire en sorte que parce qu'en fait, le risque, c'est que avec tout ça, c'est autant de problèmes pour attirer des gens, le grand public, etc. Parce que on les alimente en potentiel critique de l'écosystème qui n'est pas encore assez mature, qui a encore trop de vices, trop d'éléments pervers, etc. Donc, faisons en sorte qu'on arrive à une masse adoption, faisons grossir le gâteau fois 1000, fois 1 million, pour que ça faille quelque chose avant de se battre pour des miettes, entre guillemets, et de prendre le risque de tout épauler, quoi. Super message, merci beaucoup Abdel, ce sera le message de la fin. J'ai vraiment passé un super moment aussi, super Merci. épisode. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et bien sûr liker cette vidéo pour soutenir le message d'Abdel et Starknet. Et je te dis à très vite, merci. Merci, Gary. Salut.